Bonsoir Marguerite, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir sur ce webinaire de clôture de 2 jours de campus qui ont été pour nous un petit peu notre pré-rentrée personnel de direction ou futur personnel de direction, personnel d'encadrement. Ça a été 2 jours sous le signe de la le fait de pouvoir se ressourcer professionnellement avant la rentrée, prendre de la hauteur, échanger, mutualiser, parler avec bienveillance, être à l'écoute les uns des autres. On va essayer. C'est moyen. On essaye tout. Effectivement, ça faisait du Larsen. Je vais peut-être prendre la suite pour gagner un peu de temps. En attendant que Caroline se reconnecte, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marguerite Graff et je suis très honorée d'être invitée pour cette heure et demie de discussion avec vous, de clôture de votre séminaire. Donc, j'enseigne l'histoire géo depuis 2000, donc ça va être bientôt, dans quelques jours, ma 22e rentrée. J'ai fait 11 ans dans un collège REP+, dans les quartiers nord d'Asnières, donc dans le 92, en région parisienne. Et puis, depuis 11 ans, j'enseigne au lycée de la même ville, au lycée Auguste Renoir. Donc, j'enseigne l'histoire géo, le MC. Le MC, ça a de l'importance pour moi parce que j'ai beaucoup de plaisir à l'enseigner. Et puis, la GGSP depuis 3 ans. J'ai eu une courte autre vie professionnelle avant, parce que j'étais diplômée d'une grande école de commerce, et puis j'ai travaillé 7 ans en entreprise, jusqu'à ce que je trouve enfin le sens de ce que je voulais faire, et j'ai enfin compris que je voulais devenir prof, et en particulier enseigner en quartier populaire. Donc, à partir du moment où j'ai pris cette décision, depuis 22 ans, je n'ai pas regretté une seule fois, parce que je trouve qu'on a une chance immense de faire des métiers, que ce soit en personnel de direction ou devant les classes, des métiers qui ont énormément de sens et qui sont avant tout humains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, qu'il n'y a pas des frustrations, de l'épuisement. Mais voilà, on est fin août et on a donc aussi des vacances qui nous permettent de remédier à cet épuisement. Guénolé, est-ce que tu peux me faire signe ? Est-ce qu'on attend Caroline ? Je vais regarder s'il y a des messages. Attendre un peu les consignes pour savoir si on continue. Oui, Marguerite, je me permets de prendre la parole pour te dire de regarder le chat. Caroline te pose des questions via le chat, ce qui lui permet de ne pas avoir de Larsen. Ok. Je peux me faire le relais de ces questions en attendant que tu trouves le chat. Elle me demande ce que t'évoque le thème de ce webinaire et quel rôle pour notre service public dans nos territoires. Ok, est-ce que tu peux juste me dire où est-ce que je vais trouver le chat ? Est-ce que quand je m'ai posé une question… N'hésite pas à… Moi, je peux très bien te relayer les questions, là. D'accord, ok. Alors,
Le thème de votre webinaire, je le trouve absolument inspirant. Il résonne beaucoup avec l'ambition de l'ouvrage collectif auquel j'ai eu la chance de participer il y a 4 ans. Et on ressort une deuxième édition d'ici quelques jours. Donc, cet ouvrage collectif, il s'appelle « Territoire vivant de la République, que peut l'école au-delà des préjugés ?» Et l'idée de cet ouvrage, c'était justement de prendre le contre-pied d'une expression qui était liée à un autre ouvrage qui avait paru quelques années plus tôt, qui s'appelle « Territoire perdu de la République ». Et on avait été quelques-uns autour de Benoît Falaise, qui est historien de l'école et qui est aussi inspecteur général. On était quelques-uns sur le terrain à être assez affolés de voir comment cette expression « territoire perdu » s'était ancrée dans la culture collective, dans l'imaginaire collectif, comme si c'était acquis que tous les enfants, tous les jeunes qui nous sont confiés n'étaient pas éducables, et comme s'il y avait vraiment des quartiers perdus pour la République. Donc on a voulu prendre le contre-pied de ça pour témoigner de l'exact contraire, c'est-à-dire que c'est vraiment pour nous, sur le terrain, l'école qui nous permet de faire société, de faire république, de tisser des liens, parfois même... je vois Caroline. Tu m'entendais? Oui, je t'entends. Je t'entends. Okay. Donc, j'étais en train d'expliquer le principe de territoire, enfin en tout cas la mission de Territoire Vivant, et notre objectif, c'était de témoigner de notre quotidien, de dire on ne va pas laisser d'autres personnes à notre place dire ce qu'on vit avec nos élèves. Et ce qu'on vit avec nos élèves, bien sûr qu'il y a des difficultés, hein, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais c'est avant tout une aventure qui nous inspire, qui nous porte et qui porte ses fruits. Donc on avait envie de dire que, contrairement à l'expression qui avait été citée quelques temps plus tard, l'école, la plupart du temps, elle fait le job. Elle est là pour justement pour à la fois élever et unir. Ça reste le lieu de son objectif principal, qui est le lieu de l'émancipation des jeunes. Donc, c'était un témoignage en 2018, un ouvrage collectif avec à la fois des enseignants, des personnels des directions, des CPE qui racontaient des expériences ou du quotidien dans leurs établissements, pour dire on ne peut pas laisser d'autres personnes parler à notre place. On a envie aussi, par respect pour nos élèves et pour leur famille, de dire que on arrive à faire des choses formidables avec eux. Donc, et puis Marguerite, on a évoqué ensemble la notion de service public. On est sur certains territoires, on est dans tous les territoires, hein, l'école est dans tous les territoires, mais on est dans certains territoires un des derniers services publics. Et rien que ça, je sais que, en tout cas à titre tout à fait personnel, c'est quelque chose que je porte, c'est-à-dire, oui, on est au service du public, et le service que l'on doit rendre, c'est exactement ce que tu dis, c'est celui de permettre de grandir, de s'émanciper, d'apprendre, de progresser, d'aller d'un point A à un point B et de faire société. Pour moi, ce thème de webinaire et ce thème de campus, il a été extrêmement parlant. J'ai été, moi, personnellement, frappée par la crise de la citoyenneté qui s'est manifestée au moment des élections. Et de me dire, finalement, on est dans un pays où les choses se délitent de façon assez progressive, c'est-à-dire que l'engagement associatif peine à recruter, en tout cas peine à intéresser. Le simple fait d'aller voter, de confronter des points de vue est quelque chose qui pose souci, ou en tout cas qui est détourné sur les médias avec des espèces de recherches de faits divers, pas de faits divers, mais tu vois ce que je veux dire, de buzz. Et du coup, pour moi, qui ai vraiment choisi le service public, ça me heurte. Et je me dis, qui a un rôle pour inverser cette tendance-là, si ce n'est nous? Ce sens de l'engagement, ce sens du don de soi, sans forcément avoir quelque chose en retour, mais faire société et faire ensemble communauté suffisamment liés les uns les autres pour se porter secours, être là l'un pour l'autre, vraiment faire société. Et si nous, on est détachés de cette espèce, tu dis on n'est pas chez les bisounours, moi je pense que j'ai dû naître dans le monde des bisounours, et c'est un combat quotidien. Et si on ne se dit pas qu'on est là à la base pour le progrès, pour
porter tous nos jeunes, à quoi on sert? C'est-à-dire que mais on a besoin aussi de temps en temps, et je trouve que cette période-là, juste avant la rentrée, elle est excellente pour ça. On a besoin de se rappeler l'attente énorme qu'en réalité les familles et les élèves ont de l'école. J'aime beaucoup les mots d'un sociologue qui s'appelle Fabien Truong, qui dit que en fait, tous les enfants et toute leur famille, au départ, il y a une attente qui est quasiment de l'ordre amoureuse de l'école. Et que donc, quand ça marche pas, la déception, elle est aussi violente qu'une déception amoureuse, d'où peut-être la violence, le rejet. Voilà. Et on le voit aussi quand on a des enfants qui sont tout petits, quand on voit les parents qui les amènent dans la première année de maternelle, on voit à quel point tout le monde est là dans une espèce d'espérance qui est absolument intacte. Donc il y a ces discours qui disent des choses négatives sur la société, mais en réalité, l'attente de l'école, elle est toujours aussi forte, et que l'école soit la chance, en particulier dans les milieux populaires. Cette attente-là, elle n'a pas disparu. Donc, elle nous oblige, au beau sens du terme, nous, tous les personnels de l'éducation, on a une mission qui est incroyable, parce que voilà, on ne peut pas résoudre tous les problèmes de la société. De temps en temps, dès qu'il y a un problème, on demande à l'école de trouver les solutions pour tout. On ne va pas, nous, résoudre les problèmes de la pauvreté, les problèmes de la maltraitance, les problèmes de l'exil. On peut pas. Mais en revanche, on a un pouvoir qui est en réalité un pouvoir inimaginable, qui est le pouvoir de dire mais on a quelque chose à proposer. Et c'est quelque chose, ça se bâtit dans chaque heure de cours, ça se bâtit en équipe, ça se bâtit dans chacun des établissements. Et ce quelque chose-là, il ne va pas faire disparaître les difficultés qui existent par ailleurs, mais en revanche, c'est quand même une baguette magique qui peut faire des miracles. Et je pense qu'on a tous lu, on a tous à un moment rencontré des discours ou des récits de gens qui disent à quel point une rencontre, un enseignant, un proviseur, un CPE a pu vraiment faire basculer une vie. Et donc, je trouve qu'on a besoin très régulièrement de se rebrancher sur cette attente énorme qui nous donne un pouvoir. Pour nous aussi, c'est une source de motivation, c'est-à-dire que quand tu es vraiment dans une optique de partage et de don, tu as aussi ce retour. Quand tu donnes, tu ne le donnes pas pour recevoir en retour, mais ce retour que tu reçois, c'est lui aussi qui te nourrit, qui te porte et qui t'élève. Donc, se rapprocher de ces valeurs-là, c'est vraiment porteur dans le cadre de nos métiers. Tu disais l'attente forte des parents en maternelle qui accompagnent leurs petits à la première rentrée. Mais est-ce que, parce que moi je l'ai vécu et en zone difficile, en lycée, même lycée professionnel, où on pense que les parents se sont détachés progressivement de la réussite de leurs enfants, ou en tout cas essayent, on attribue ça à une espèce d'autonomie qu'on veut leur laisser, etc. Mais dès que tu ouvres les portes, même dans les grandes classes, dès que tu es un relais, tu te rends compte que finalement, on te sollicite. Alors moi, on m'a questionné sur la CAF, on m'a questionné sur même des parents qui n'avaient plus d'enfants dans le lycée dans lequel j'étais CPE, m'appelaient pour me dire, est-ce que vous pouvez pas me dépanner? Là, je suis embêtée avec l'orientation de mon petit. Bon, je sais que vous ne l'avez pas, mais… Et en fait, je me dis, quand on a été là, à un moment donné, dans ce vrai service, d'écouter et de dire, oui, je vais vous aider on va faire ensemble, et puis… en fait, on nous reconnaît comme tel. Et ça, c'est, je trouve, très gratifiant, et ça nous porte à donner nous-mêmes du sens dans nos métiers qui sont, et on le voit actuellement, sous les feux de la rampe. C'est-à-dire que chacun est prompt à donner son point de vue. On en parlait en webinaire d'ouverture, un peu comme un sélectionneur de foot. Chacun est prompt à donner son avis. Oui, l'école devrait faire comme ci, l'école devrait faire comme ça, et les profs sont trop ceci, sont pas assez cela. Mais finalement, c'est peut-être aussi à nous de nourrir et de continuer à nourrir et d'alimenter notre motivation première. La plus profonde. Et ça, c'est des sources et des points d'appui extraordinaires. Quand on a pu rendre ce service-là et voir, pour nous, ça ne nous a rien coûté, et voir le bon qu'on transmet, c'est extraordinaire. Alors, je vais te raconter ma première rentrée quand il y a 20 ans. Donc, j'étais volontaire à l'époque. Il y avait un système qui s'appelait les PEP4, où pour les zones les plus difficiles, donc les équivalents des REP+, zones sensibles, voilà, il fallait être volontaire. Donc, on était une vingtaine de jeunes profs à arriver dans notre collège REP+, en tant que PEP4. Et évidemment, nous aussi, on avait une attente énorme de ce qui allait se passer dans les jours qui venaient. Et on a été accueillis par une principale
qui nous a fait monter le trouillomètre au maximum, parce qu'en gros, elle nous a expliqué le jour de l'après-rentrée qu'il y avait un truc qui était très, très important, c'était qu'on ne se retourne jamais, qu'on garde tout le temps bien les yeux rivés sur nos élèves, y compris pour écrire au tableau. Donc là, c'est commence à tous se prendre la tête en se disant, voilà, attends, on a en gros 24 heures pour apprendre à écrire à l'envers au tableau. Le discours, mais complètement stressant. Paralysant et stressant. Et puis, par ailleurs, il y avait un vieux prof de français qui était là depuis l'ouverture de ce collège, c'est-à-dire au début des années 80. C'était les cités qui avaient été construites pour reloger les bidonvilles de Nanterre. Et lui, il nous a fait un petit signe et il nous a pris à part les 20, donc tout jeunes, motivés, parce qu'on avait tous décidé d'être là. Et puis, il nous a tenu un discours absolument différent en nous disant, écoutez, si vous avez choisi d'être là, c'est que quelque part, ces élèves vous intéressent. Alors, c'est là la clé. Intéressez-vous à leur histoire, à l'histoire de leur famille, à leur trajectoire. Intéressez-vous à l'histoire de votre quartier. Inscrivez-vous et vous verrez ce que vous allez recevoir en échange, ce que tu disais, en termes de fidélité. Et puis, il a fini en disant, mais regardez-les et aimez-les. Et là, je me suis dit, bien qu'en disant ce mot-là, qui était quasiment un truc tabou que j'avais jamais entendu à ce qui s'appelait à l'IUFM à cette époque-là, voilà, je me suis dit, il est en train de nous donner une vraie clé. Bien sûr qu'on est outillé de tous nos savoir-faire, de toutes nos compétences, de tout ce qu'on aura appris, mais il y a aussi cette clé, cette motivation secrète qu'on a beaucoup de pudeur à se partager les uns avec les autres d'ailleurs. C'est assez rare d'échanger entre collègues sur ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. Et ce jour-là, je me suis dit que ce vieux prof, il avait, entre guillemets, sauvé ma vie professionnelle parce qu'il m'autorisait à me dire, oui, c'est là la clé, quoi. Et c'est une question qui fait débat, ça d'ailleurs, dans nos salles de profs. On n'est pas là pour aimer les élèves. Et en fait, on se rend compte que finalement, il y a un attachement. Alors, il ne s'agit probablement pas d'amour comme on peut porter à ses propres enfants, mais il y a quand même un attachement très, très fort entre les enseignants et les élèves et que dès que cet attachement, il est réciproque, ça fonctionne. Nous, on peut l'observer, ça. C'est-à-dire que les enseignants qui ont à cœur de pallier chacune des difficultés de chacun des élèves et d'avoir beaucoup d'empathie, ça fonctionne. Et pourtant, cette question fait débat. Oui, et je suis, je pense, d'accord que, évidemment, ce n'est pas du tout l'idée d'être copain avec nos élèves, ça n'a rien à voir avec ça, c'est qu'une histoire de regard. Quel est le regard qu'on pose sur eux? On peut être un prof très distant et très sévère, mais qui sentent que nos élèves sentent qu'il y a un regard qui croit en eux. En fait, c'est surtout le regard qui va élever, qui dit je sais que tu vas pouvoir progresser. Donc, on n'est pas ni dans de l'affect, ni dans du copinage, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est vraiment une histoire de regard. Se faire confiance. Et leur faire confiance. Ça tient aussi à ça, leur faire confiance dans le progrès. Parce qu'on a des fois, par lassitude, la facilité de dire de toute façon, il n'y arrivera jamais. C'est des discours qu'on entend, ça. Il n'y arrivera jamais, il n'y arrivera pas, il ne comprend rien. Et puis finalement, c'est assez facile parce que, du coup, on se dédouane un petit peu, on n'est pas ni à la manœuvre ni responsable et ma foi, on garde le couvercle bien sur la cocotte et puis ça explosera peut-être pas dans ma classe. Mais oui, tu pointes ce qu'on entend régulièrement et c'est à nous, je pense, d'aller dire intéressez-vous. Oui, et puis de croire, quelle que soit l'attitude de l'élève, quelle que soit ses compétences au moment où on l'a, de savoir que ça deviendra un autre adulte. Ce même vieux prof nous avait fait rencontrer dans la même année, parce que très vite après, elle a été à la retraite, des anciens élèves, donc qui avaient déjà 30 ans, et qui nous ont tous raconté à quel point ils avaient été des cancres, et comment ils regrettaient d'avoir mené une vie d'enfer à chacun de leurs profs. Mais ils étaient devenus des adultes qui étaient extrêmement respectable. Donc, ça aussi, ça ouvrait un chemin d'espérance parce que ça montrait que, si on se focalise à l'instant T, on rate beaucoup de l'aventure humaine à laquelle on participe à notre mesure. Et tu parlais de confiance et ça me fait aussi penser au thème de votre webinaire parce que nous, en tant que prof, on a besoin de se faire confiance pour oser aller vers des sujets qui demandent peut-être un peu d'audace, s'emparer, par exemple, de sujets dits un peu chauds ou des questions vives de notre société. C'est aussi ça dont on avait voulu témoigner dans l'ouvrage Territoire vivant, c'était de dire que en s'emparant des questions vives,
alors avec toutes sortes de conditions dont on pourra reparler ensemble si tu le souhaites, mais en s'emparant de ces questions vives, en parlant de laïcité, en parlant de religion, en parlant d'égalité des genres, enfin tous les sujets qui, soi-disant, seraient difficiles à traiter à l'école, ben, c'est justement en s'emparant qu'on va refaire société. C'est-à-dire que là aussi, il y a une attente des jeunes. S'ils étaient déjà d'accord avec tout ce qu'on a à leur dire, alors on ne servira à rien. Or, l'école, c'est vraiment le lieu qui va leur permettre de se déplacer, d'acquérir des compétences, d'apprendre à faire un pas de côté. Et c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, finalement, de quoi on parle. On parle beaucoup des valeurs. Qu'est-ce qui fonde notre service public? Qu'est-ce qui fonde notre République? Et moi, je sais que la question des valeurs, la laïcité, l'égalité, c'est pas quelque chose que j'aime aborder parce qu'on me demande de l'aborder à tel moment. C'est vrai que c'est toujours délicat mais c'est quelque chose que j'aime faire vivre. C'est-à-dire, si on veut parler d'égalité, de fraternité, si on veut parler de laïcité, il faut qu'on soit, nous, dans nos comportements quotidiens, des vecteurs de bonnes pratiques en termes d'égalité filles-garçons, de laïcité, que toutes ces valeurs-là, effectivement, comme tu dis, qui peuvent être à certains moments à aborder, considérées comme un peu touchy, toutes ces valeurs-là, il faut qu'elles transpirent suffisamment au quotidien dans notre fonctionnement et dans nos habitudes de cohabitation sur notre petit territoire pour que ce ne soit pas un tabou et pour que ce soit simple à aborder. On a vu, quand on a eu à faire des minutes de silence, que ce soit à l'occasion des attentats, Charlie Hebdo ou de l'assassinat de Samuel Paty, on nous a parlé de ces établissements où il y avait eu, d'ailleurs, ça a été le questionnement systématique chez les chefs d'établissement, enfin, auprès des chefs d'établissement, c'est de savoir combien il y avait eu d'incidents. Moi, je sais que c'est une question qui m'a révoltée parce que c'est pas sain d'aller demander combien il y a eu d'incidents. C'est plus simple de demander s'il y a eu un problème et s'il y a besoin d'un secours pour reprendre ensuite la difficulté. Mais on n'a pas questionné tous ces établissements, ou en tout cas, on ne s'est pas intéressé à tous ces établissements où parfois, moi j'ai vécu dans un lycée polyvalent, c'était 1600 élèves pendant ce temps de silence qui ont tous respecté et compris que ce qui se passait là, c'était quelque chose qui devait nous unir finalement. Et voilà, c'est ça qui prouve finalement que les valeurs qu'on transmet au quotidien, elles sont des vraies valeurs socles pour ces futurs citoyens et qu'on transmet quelque chose de façon peut-être pas nommée, mais en tout cas, on transmet ça, le socle de notre République. Je suis complètement d'accord avec toi que c'est vraiment très dommage que ce ne soit pas ça qui soit porté comme parole auprès de la société, parce qu'on se prive de quelque chose qui nous ferait du bien collectivement. Quand on parle de ce qui se passe mal, on continue à diviser, à mettre de la peur. Voilà, donc ça, c'était exactement, tu vois, le parti pris de notre ouvrage de Territoire Vivant, c'était de donner des exemples. Et on est allé assez loin, nous, parce qu'à force de le faire, on prend confiance en soi, on prend confiance dans l'équipe, on sait qu'on a le soutien de la direction. Donc, sur ces sujets de la laïcité, par exemple, ou de parler du fait religieux, on avait commencé après 2015 par organiser une journée de la laïcité avec voilà, je crois que les conditions qui étaient réunies, c'était la confiance de la direction et c'est d'être à plusieurs, c'est-à-dire de ne pas le faire tout seul. Un prof tout seul, c'est plus compliqué, mais dès qu'on est deux, et ben après, voilà, ça fait boule de neige et puis finalement, on est toute une équipe à oser s'emparer de ces sujets-là. Et un petit peu plus tard, on avait organisé une table ronde où on avait invité au lycée, donc pour les élèves de terminale, on avait invité Pauline Beb, qui est rabbin, un peu comme Delphine Orbuller, une des premières femmes rabbins en France. Et on avait aussi invité Kaina Baloul, qui est parmi les 3 femmes imams en France. Donc, évidemment, nous, on a dans nos élèves une grande majorité d'entre eux qui se reconnaissent dans la foi musulmane. Donc, c'était un sujet qui, sur le coup, peut paraître un peu chaud. Alors, on ne le fait pas en septembre, on ne le fait pas n'importe comment, on le fait une fois qu'on a gagné la confiance des élèves, c'est-à-dire qu'ils savent qu'effectivement, dans le lycée, il peut y avoir un débat, on peut s'écouter, mais il y aura un respect de chacun. Et on n'est pas là pour parler de croyances, pour revenir sur remettre en question les croyances ou les convictions de chacun. Ça a été très, très vite énoncé. Il y a des lettres de Jules Ferry magnifiques aux instituteurs qui dit ne venez jamais toucher cette chose si précieuse qui est la croyance des élèves. En revanche, on est vraiment là pour les faire réfléchir, développer leur esprit critique. Et donc, cette table ronde-là, elle m'a marquée, parce qu'on était quand même un peu, voilà, la veille au soir, on ne faisait pas trop les malines avec les 2 profs avec qui
on avait organisé ça parce que forcément, on se demandait est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va rester serein. Il y avait des élèves qui nous disaient, des filles en particulier, moi je ne veux pas venir. Il y en avait une qui m'avait dit, madame, je ne veux pas venir parce qu'en fait, j'ai trop peur que ça me fasse changer d'avis. Et là, je me suis dit, elle exprime quelque chose qui est hyper intéressant. À partir du moment où elle dit ça, c'est que là, on a gagné. Il y a du questionnement. Voilà. Et puis finalement, quand on invite des gens qui sont d'une telle qualité d'érudition, d'expertise, ils gagnent en fait l'écoute des élèves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des questions un peu houleuses. Hein. Elles ont été un peu secouées au départ, mais en fait, elles ont gagné parce qu'elles sont restées en permanence avec leur érudition, leur tolérance, leur calme. Et donc, les gamins étaient conquis. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous changé d'avis, et ce n'était pas le but. Mais en tout cas, ils ont accepté qu'au lycée, on leur apprenne à réfléchir différemment, à se poser des questions. Et voilà, et ça se construit, je pense, dans un établissement, ça se construit petit à petit, ça se décrète pas. Tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, ça se construit dans une sorte de cohérence entre ce qu'on déclame et ce qu'on vit. Et puis dans la confiance entre les chefs d'établissement et les enseignants, c'est vous qui avez la clé pour qu'on ne soit pas des exécutants. Parce qu'on est tous des anciens bons élèves, hein, les profs, et donc, quitte à s'épuiser, on va faire le dos rond, réforme après réforme. Voilà, on va finir par faire le travail quand même si on râle. Mais on ne va peut-être pas s'autoriser à faire plus que ce que le programme nous autorise. Je pense qu'il n'y a pas de pays comme en France où il y a des programmes aussi rigides et aussi complets. Et aussi riches, aussi détaillés. Il faut aussi se dire que les gens qui sont là, les équipes qui sont autour de nous, moi je viens d'un autre monde il y a 20 ans, j'ai été effarée en positif de la qualité humaine et intellectuelle des gens que j'ai trouvés dans l'éducation nationale. Et ça ne se sait pas assez. Et donc cette qualité-là, il faut lui donner du souffle en la laissant s'exprimer. En la laissant s'exprimer, puis en laissant se faire confiance. Tu vois ce que tu dis, moi, on en avait parlé quand on en a discuté toutes les deux. Hein, votre rôle, tu l'avais dit comme ça, je l'ai noté dans mon cahier, votre rôle, c'est de permettre aux enseignants de ne pas être de simples exécutants. Et de le relire tout à l'heure, ça m'a, encore, tu vois, remobilisé et reboosté. Parce que oui, là, on a un rôle à jouer. Parce que nous aussi, il faut qu'on s'autorise à ne pas être de simples exécutants. C'est-à-dire que nous aussi, il faut qu'on prenne nos responsabilités et nous dire que ce territoire, on nous a confié la direction et le pilotage de ce territoire, mais c'est notre direction et notre pilotage avec bien sûr des garde-fous et des textes réglementaires, mais tout comme peuvent l'être vos programmes. C'est-à-dire que si on ne s'autorise pas des espaces de liberté, si on ne permet pas des espaces où la créativité des uns et des autres va pouvoir s'exprimer, que ce soit les élèves ou les enseignants, alors on n'est pas tout à fait dans notre rôle. Parce qu'on a vraiment ça, c'est-à-dire que notre rôle à nous, c'est vraiment aussi, vous, en tant qu'enseignant dans la classe, à permettre de s'exprimer le potentiel de chacun de vos élèves. Mais nous, notre rôle d'encadrant, c'est vraiment de permettre à chacun l'expression de son potentiel professionnel, mais ça peut être aussi personnel, avec des activités. Dans un atelier, là, c'était hier, une collègue nous parlait d'avoir permis à une collègue d'exposer ses œuvres dans l'établissement et que maintenant, ça devient un rendez-vous régulier, l'exposition de Madame Untel et à laquelle chacun s'intéresse. Bon, ça aussi, c'est un lieu de vie, un établissement. C'est permettre à chacun de se sentir bien. Et comment est-ce qu'on arrive à ça? C'est justement en échangeant ensemble, en ayant l'occasion de discuter de façon formelle, informelle, de s'intéresser les uns aux autres, de faire équipe. Et ça, c'est vraiment notre travail. On a fait le webinaire d'ouverture avec un coach, mais on est vraiment ça, c'est coach, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à chacun, il faut que chacun puisse s'exprimer et puis qu'on se connaisse suffisamment pour travailler ensemble de façon efficace, finalement. Mais c'est vraiment une très, très belle phrase, ça. Et je pense que c'est aussi gratifiant pour les enseignants qui, pour certains, tu le disais, hein, faire le dos rond, accepter des choses et des réformes, rester dans les programmes, on perçoit sur la façon dont tu le dis une espèce de corps qui se voûte et puis qui prend sur lui et qui essaye de ne pas se faire atteindre par la vague. Mais finalement, ça ne dure qu'un temps, ça. Et le plus on permet aux gens de rester droits et d'être qui ils sont, le plus loin ils vont.
Et ça vaut effectivement pour les élèves, mais aussi pour les adultes. Et ça, c'est une très, très belle mission. Et c'est chouette de pouvoir se redire ça ce soir. Alors, merci. Qu'est-ce qu'on s'était dit sinon? Est-ce qu'on a des petites questions dans le chat? Oui, on a. Alors, la bienveillance n'a pas été citée pour le moment. Moi, je le mets avec bisounours, Alain, le mot bienveillance. Alors, je vais dire que je l'ai quand même un petit peu dit. Le mot a perdu son sens. J'ose espérer que non. Voilà, le mot bienveillance, pour moi, je le visualise même, ce mot bienveillance. Il entoure, il enveloppe, il aide à pousser sereinement. C'est un peu une serre pour moi, la bienveillance, c'est un coton. Et toi, tu me dis quoi? Donc, confiance, respect et regard respectueux, c'est mieux. Bon, bah, ok, Alain, je suis d'accord avec toi. Benoît pose la question, est-ce que votre équipe, vos collègues, vous aident à avoir confiance pour faire preuve d'audace? Est-ce que dans tes collègues sont aussi un vecteur dans ta propre confiance à oser faire? Alors, ça s'est fait par étapes, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur les sujets plus difficiles, donc des projets plus difficiles, en fait, les plus passionnants. J'avais la chance d'avoir une collègue d'abord avec laquelle on était complètement en phase et avec laquelle on avait envie de faire des choses. Donc, ça a commencé à 2. Je pense que si j'avais été seule, je l'aurais peut-être pas fait. Par exemple, toutes ces tables rondes. Il y a eu plusieurs fois des tables rondes sur les mémoires de la guerre d'Algérie, les tables rondes qui parlent de faits de religieux, tout ce genre de projet. On a été 2. Et puis, petit à petit, mais ça s'est fait lentement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu 2 ans, on était toutes les 2, et puis au bout de 2 ans, on était 4. Maintenant, il y a toute l'équipe d'histoire qui est partie prenante. Maintenant, la direction du lycée aussi sait qu'elle peut nous faire confiance, même si elle a elle-même changé. Ça n'a pas toujours été facile. On a été parfois un peu machiavélique. Il y a eu un moment, on avait un proviseur qui maîtrisait pas forcément tout ce qui se passait dans l'établissement, et pour pas l'effrayer, on lui envoyait un mail, ça restera entre nous, on lui envoyait un mail en lui disant merci beaucoup de nous avoir donné votre autorisation pour ce projet. En fait, on lui avait jamais demandé, mais comme il se souvenait pas qu'on lui avait pas demandé, voilà. Donc ça s'est fait par étapes, mais je crois que le collectif, en tout cas pour moi, il a été fondamental dans la confiance vers l'audace, ça c'est sûr. Et est-ce que votre expérience à vous d'équipe qui a été particulièrement disciplinaire au démarrage, elle a généré aussi de l'audace chez d'autres collègues dans d'autres domaines disciplinaires? Oui, je trouve, parce que cette année, on a surfé sur le calendrier électoral pour organiser au lycée. On a eu comme projet d'établissement d'organiser au lycée des élections virtuelles. On s'est inspiré pour ça de l'association Électeurs en Herbe. Vous pouvez regarder, ils ont un site internet qui est extrêmement bien fait, où ils proposent beaucoup de choses déjà clés en main. Et donc, on se disait que voilà, c'était un timing idéal. Et l'idée, c'était d'intéresser les jeunes à la politique, c'est-à-dire de les déplacer de « ah, de toute façon, je ne veux pas voter, ça ne m'intéresse pas » à « quand on creuse, en réalité, je ne veux pas voter parce que je ne comprends pas ». C'est compliqué, hein, les idées politiques, c'est extrêmement compliqué, encore plus quand on a 17 ans et qu'on va voter bientôt. Et donc, on en avait fait un projet d'abord d'équipe d'histoire, parce qu'on se sentait concerné en EMC, c'était notre projet de l'année en EMC, mais on avait envie que ce soit un projet d'établissement. Donc, on a petit à petit, grâce à la confiance de la direction, qui a tout de suite dit banco. Au début, ils avaient dit, on ne veut pas que les élèves de seconde votent, parce qu'on ne veut pas prendre le risque qu'ils votent n'importe quoi. Alors, on était là en septembre, on était avant les aventures des candidats qui n'étaient pas prévus au départ. Alors, plus le temps approchait des élections, plus on se disait, ouille, comment ça va se passer? Mais la direction nous a laissé sa confiance, et ils sont même allés nous dire 2 mois avant, maintenant, en fait, on voudrait que ça soit tout le lycée, y compris les élèves de seconde. Donc, on avait passé pas mal de cours de MC à faire de l'histoire des idées politiques, à comprendre qu'est-ce que c'est des idées de droite, des idées de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, et à sentir un intérêt en fait assez fort de la part des jeunes, à voir aussi qu'ils se mettaient à parler à politique entre eux. Donc ça, c'était très satisfaisant. Et puis, d'autres profs se sont mêlés à l'aventure. La vie scolaire s'est mise dans la boucle, a entraîné le CVL. Donc, le CVL a fini par prendre le projet, et on leur a laissé le projet, parce que pour nous, c'était beaucoup plus intéressant que ce soit le CVL qui en faire un projet d'équipe. On n'avait pas besoin de dire c'est notre projet. Si c'est les jeunes qui s'en emparent, c'est évidemment bien plus positif. Donc, c'est devenu le projet du CVL. Donc, c'est eux qui ont organisé toutes les élections en elles-mêmes. Et puis, on s'est aperçu que finalement, pour tenir le bureau de vote, on a eu des profs de physique, des profs de français
intéressés, qui se sont mis aussi, qui nous ont raconté des discussions qu'ils avaient avec les élèves en cours. Donc, ça a été aussi pour nous une occasion assez... enfin, une interrogation assez forte de comment parler politique tout en restant dans une neutralité qui est notre devoir. Et ça, c'est exigeant et c'est donc un défi qui était très intéressant cette année. Et le bilan a été extrêmement positif. Alors, on avait décidé que ça soit un vote volontaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait passer les classes les unes après les autres en les obligeant à voter. Et on a atteint un taux de participation de 51%. Donc, on était contents, parce qu'on avait plus que la... Voilà, c'était au national, hein. Et puis surtout, on a fait pas mal de questionnaires après auprès des élèves en leur posant des questions du style « Avez-vous parlé plus de politique, plus, moins, pas du tout ?» Enfin bref, en famille, avec vos amis, avez-vous mieux compris les idées politiques? Et les retours de ces questionnaires-là étaient vraiment très, très positifs. Ils ont, dans l'immense majorité des cas, ils ont dit « On veut continuer à faire des élections ». Alors, ça va être difficile de les passionner quand il y a, je pense que là, le calendrier… Voilà, national, mais… Mais c'était encore une fois, en fait, la preuve qu'il y a une attente de ce qui peut venir de l'école, y compris sur cette initiation à la vie citoyenne. Et en EMC, on a tendance à le faire trop vite. C'est un peu le parent pauvre voilà, pour les profs d'histoire. Mais en réalité, il y a une attente énorme de mieux comprendre la vie politique. Donc, une attente énorme, c'est chouette. Et il y a aussi un besoin énorme de notre système, finalement, à ce que les jeunes s'emparent aussi de politique, dans le sens politique, vie de la cité. On est vraiment sur ce qui va guider les choix d'un côté ou de l'autre pour le bien-être collectif et le progrès collectif. Donc ça, cette sensibilisation, elle est aussi… elle est cruciale pour ces jeunes qui vont être des usagers de communes, de départements et des citoyens de demain. Donc ça, c'est… Et ça, c'est un truc qui me… J'ai du mal avec cet engagement qui s'éteint. Je me dis, on est passé d'un coup dans une espèce de schéma de consommation, finalement, à se dire, bon, bah, ça ne me regarde pas. J'arrive pas à me dire comment ça s'est passé. Ça ne me regarde pas, je me sens pas concernée. Et puis, je consomme ce qui se passe et ce qu'on veut bien me donner et je me désengage, en fait, de ma vie. Moi, tu vois, je suis beaucoup moins sévère que toi sur ce constat-là. Je trouve que les jeunes, si tu leur offres la possibilité de s'en emparer, assez vite, ils vont s'en emparer, y compris par exemple sur des projets qui vont faire appel à leur générosité ou à un engagement lié au sens de la justice. Ils attendent aussi que l'école leur permette de pouvoir avoir des actions de solidarité, un vrai engagement civique, c'est-à-dire que ça ne soit pas des mots, mais que ce soit des actes. Et quand l'école va dans ce sens-là, en fait, je ne dis pas que tous les élèves s'en emparent, mais il y a souvent quand même une part importante des élèves qui vont s'en emparer et qui vont dire « mais c'est ça que j'attendais ». Je pense peut-être dès lors qu'ils mettent du sens derrière. Dès lors qu'ils mettent du sens derrière. Voilà, effectivement, l'action solidaire, la collecte, oui, ça les mobilise. Effectivement, peut-être que c'est une histoire de sens qu'on ne met pas suffisamment derrière ou qu'on ne promeut pas finalement à quoi ça sert de voter et comment fonctionne notre pays, notre commune et de quoi il a besoin pour fonctionner. Peut-être qu'on ne questionne pas suffisamment. Tu as raison. Je me range les débats que les élèves ont provoqués eux-mêmes étaient finalement plus mûrs que ceux qui avaient lieu dans les médias nationaux. C'est-à-dire qu'en fait, le CVL avait décidé qu'ils allaient faire des affiches sur tous les candidats en choisissant 5 thèmes où ils allaient résumer pour l'ensemble des élèves les idées principales pour ne pas mettre les déclarations complètes parce que c'était illisible. Donc, ils ont fait un travail de lecture, d'esprit critique, enfin de synthèse assez impressionnant. Et puis, je les ai trouvés très mûrs dans leur façon de réagir parce qu'ils ont dit alors, on va enlever le thème de l'immigration parce qu'il phagocyte tellement le débat national qu'on n'en peut plus. Donc, on va s'intéresser aux autres propositions. Donc, on va parler d'environnement, d'économie, des propositions pour la jeunesse et pour l'éducation, de la défense nationale, des thèmes qu'ils avaient choisis eux. Et j'avais trouvé que finalement, en fait, c'est l'école, d'une certaine façon, qui était en avance sur la société. L'école qui y arrivait mieux que la société. Alors qu'on entend tout le temps, l'école n'y arrive pas, l'école ceci, les profs cela. En fait, parfois, l'école fait mieux que le reste de la société. On a des questions dans
le chat, Alain, qui pense que ne pas voter peut être un acte citoyen réfléchi, effectivement. Est-ce que les instances nouvelles au sein des EPLE ne sont pas source de propositions hyper innovantes, pour peu qu'on leur fasse confiance, les CVC et les CVL en particulier? Qu'on leur fasse confiance, c'est ça, et qu'on leur permette d'exister tels qu'ils sont prévus, tel qu'il est prévu qu'ils existent, c'est-à-dire avec quand même une part d'autonomie assez importante. Ah oui, et puis c'est vraiment le lieu, ce que tu disais tout à l'heure, où il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qui est professé, les valeurs qui sont professées et ce qui est réellement vécu. Et donc ces instances-là, elles sont exactement l'endroit où il va y avoir un test. C'est-à-dire que si les CVL font des propositions et que finalement on met tout toujours sous le tapis et qu'on ne fait rien, ou qu'on n'écoute pas ce qui est dit, on tait complètement la parole de l'élève. Donc, c'est des super outils à condition de les respecter. C'est ça. Et effectivement, je pense que le message qu'on passe quand on est sur une volonté, enfin, en tout cas, cet espace qui leur est laissé et qu'on laisse fonctionner et qu'on promeut, c'est une forme de respect aussi, et du coup, qui appelle retour. C'est-à-dire que quand on se sent respecté, on respecte davantage et on est dans une construction collective. Donc ça, effectivement, moi, je vois par exemple la MDL, tu vois, je me dis, là, mais une gestion de budget en autonomie, etc., ça me paraît si complexe. Et puis après tout, pourquoi pas? Enfin, et au contraire. Et il faut s'autoriser, oui, à laisser cet espace parce qu'il existe. Et oui, ça ne peut être que porteur de succès et d'engagement ensuite. Oui, et parfois, ça peut générer de la frustration de notre côté, parce qu'ils peuvent mettre du temps avant de s'en emparer, ou ils peuvent être un peu velléitaires. Ça questionne aussi notre façon de faire cours de façon générale. C'est-à-dire que cette autonomie-là, la parole qu'on va leur laisser, le choix, la possibilité de choisir entre plusieurs choses, c'est pas là-dedans qu'on a été les plus forts en général à l'école française. Donc, cette culture-là de l'autonomie, c'est une vraie réflexion à mener dans les établissements. Oui. Mais du coup, tu vois, ça me questionne sur, là, dans l'établissement dans lequel je suis arrivée en mars, j'ai vraiment un CVL qui est monté de toutes pièces, en fait, où on est allé chercher un tel. Ça ne te dirait pas d'aller au CVL parce qu'on a besoin d'avoir un CVL. Mais finalement, quand il s'agit, alors c'est un lycée professionnel, peut-être qu'il y a à remobiliser cet espace de citoyenneté, mais on parlait là de la préparation des élections, on se dit, mais et si on n'a pas de candidat? Et c'est vrai, pas de candidat, bah du coup, et je pense que c'est tant pis si sur une année de fonctionnement, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de CVL, il n'y a pas d'idée, mais que du coup, on est quand même sur l'écoute et aller chercher ceux qui vont, dans le cadre des chefs-d'œuvre, avoir des projets particuliers, etc. Et puis, valoriser ces projets et leur dire, bah, voyez, ça, c'est possible, et vous pourriez le faire de façon même autonome en étant au CVL. Peut-être que c'est comme ça qu'on va réussir à leur faire comprendre à quoi ça sert. C'est vrai, ça fait un peu le truc plaqué. Venez vous mettre dans le CVL, et puis finalement, il n'y voit pas de sens. Voilà, ce qu'ils vivent au sein du CVL, finalement, leur plaît. Peut-être que l'année d'après, ça se construit dans la durée. Ouais. Mais ça peut être compliqué. En collège, des mini-entreprises, nous dit un collègue, les mini-entreprises, bah oui, c'est aussi, de toute façon, tout ce qui va être le projet. Une démarche de projet, elle apporte des connaissances et des compétences. Hein. Tu le disais sur les élections, ça peut paraître un gros boulot et puis qui va prendre du temps, mais finalement, toutes les compétences qui vont être travaillées, utilisées, réexploitées ensuite, elles sont là. Et alors, c'est pas au programme, ça c'est sûr, c'est pas au programme, mais par contre, on a gagné du temps sur un certain nombre d'apprentissages parce qu'on a fait cette opération-là d'élection. Oui, et puis il y a aussi à casser l'idée que ça serait renoncer en termes d'exigence de transmission, voilà, que c'est comme si c'était un moins 10 ans, la pédagogie par projet. Or, voilà, ceux qui la vivent savent bien qu'au contraire, ça va faire monter en compétences. Donc, il y a quand même des idées ancrées dans une partie de la population française qu'il y a la peur de la baisse du niveau, la baisse des compétences. Je ne vais pas finir le programme, Marguerite, tout simplement. Je ne finirai
le programme. Voilà, ça aussi, hein, ça c'est, alors toi, en tant que prof d'histoire, tu dois encore mieux savoir que moi de quoi il s'agit, mais ça c'est un poids et c'est en tout cas une réponse presque quasi automatique qu'on a, c'est ah, je voudrais bien le faire, mais là, je ne pourrais pas boucler mon programme. Et il est lourd ce poids-là. Il est très lourd, mais voilà, c'est des décennies de culture, de pression, c'est comme ça qu'on nous a formés, qu'on s'est adressé à nous, qu'on nous a surveillés, entre guillemets. Et là, c'est drôle parce que c'est un des aspects peut-être de la réforme pour le lycée où, avec le tronc commun qui est en contrôle continu, en tout cas en histoire géo, en tronc commun, on n'a plus de programme. Mais il y a un décalage entre le moment où les profs vont s'autoriser à ne plus suivre le programme ou en tout cas à faire un petit peu d'élastique, alors que ça y est, ça a déjà sauté. Donc on voit que c'est des habitudes qui sont prises, qui sont difficiles à défaire. Est-ce que dans les collègues présents, vous avez des questions à poser à Marguerite? Et est-ce que Marguerite, on a fait le tour de ce qu'on s'était dit en préparation? J'avoue que je me suis encore laissée emporter par ton propos. Je ne voudrais pas qu'on passe à côté de quelque chose qu'on n'aurait pas abordé. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur peut-être l'ouvrage à venir. Marguerite, tu veux en parler ou tu en as parlé peut-être quand j'étais déconnectée? J'en ai parlé très rapidement. Donc, le premier... Oui, le premier, j'ai expliqué le titre, hein, Territoire vivant. Ça, je pense que tout le monde a compris que c'était une réponse à Territoire perdu. C'était vraiment une envie d'avoir un autre discours sur notre quotidien et aussi sur nos élèves et leurs familles, de refuser absolument de les enfermer sous cette étiquette mortifère. Ça s'appelait, le sous-titre, c'était « Ce que peut l'école au-delà des préjugés ». Et le deuxième, donc, qui est une sorte de suite, parce que comme ce sont des ouvrages collectifs, les deux, en fait, il y a plein d'auteurs. Donc, il y a plein de témoignages, je le disais aussi, de personnel de direction, de CPE, d'enseignants, pas du tout que d'histoire, d'élémentaire, collège et lycée. Et donc, le deuxième s'appelle « Parce que chaque élève compte ». Et donc là, on parle, voilà, c'est pour évoquer cette exigence de regard, hein, d'affirmer aussi fortement l'éducabilité de tous. Parce que dans Territoire perdu de la République, ça sous-entend qu'il y a des enfants perdus pour la République. En fait, c'est juste pas acceptable. Donc voilà, c'était affirmer haut et fort cette éducabilité de tous. Il y a dans le deuxième ouvrage il sort à la fin de la semaine, là, je le crois, c'est aux éditions de l'Atelier. Et il se termine par une interview de Philippe Mérieux que je trouve très très belle parce qu'il rappelle que l'école est, une expression que j'ai utilisée tout à l'heure, le lieu de ce qui libère et de ce qui unit aussi. C'est-à-dire que chacun vient avec ses histoires, les identités à la fois uniques et multiples de nos élèves. Et pendant longtemps, on hérite quand même d'une histoire de l'école française où il fallait faire comme si il ne fallait pas s'intéresser à l'histoire de nos élèves. Ce qui comptait, c'était les bons petits Français qu'on allait fabriquer en oubliant ce qu'ils étaient. Et voilà, maintenant, on change un peu de paradigme en se disant que c'est fondamental que chacun se sente accueilli, que l'école est aussi le lieu pour accueillir dignement. Je crois qu'on avait évoqué cette idée-là quand on avait discuté tous les deux. Hein, voilà, le regard porté, donc la rentrée, forcément, le discours qui va être porteur d'espérance à la rentrée, et le regard porté sur chacun, c'est ça qui est affirmé par le titre, parce que chaque élève compte. Voilà, et se mettre en lettres d'or que ce que je disais tout à l'heure, on a quand même une baguette magique qui est j'ai quelque chose à te proposer. Je ne vais pas résoudre tous tes problèmes, mais j'ai quelque chose à te proposer. Et voilà, le deuxième ouvrage, c'est de nouveau une compilation. Alors, il y a des articles qui étaient déjà sortis, soit à l'école des lettres, soit dans le monde de l'éducation. Et c'est des témoignages d'un peu partout en France. Ce n'est pas du tout uniquement la région parisienne. Il y aura une sorte de lancement officiel pour ceux qui sont en région parisienne le mercredi 14 septembre. Je crois, Guénolé, que je t'avais envoyé le flyer, parce que vous êtes tous évidemment les très bienvenus. Il y aura des débats avec des gens qui ont contribué à l'ouvrage, et il y aura un débat avec Jean-Louis Bianco à la fin. C'est dans un établissement du 19e, c'était un peu exprès, hein, parce qu'on voulait témoigner de la beauté de ce que c'est qu'enseigner aussi
en milieu populaire. Donc, être fidèle à cette belle idée de l'école, parce que quand on regarde, moi j'adore écouter Benoît Falaise, parce que comme il est historien de l'école, il nous reprend souvent des citations qui remontent à Condorcet, puis après au 19e, et on voit qu'en fait, ce qui nous anime aujourd'hui, en fait, ça a déjà été dit, c'est déjà ce qui a animé des grands penseurs de l'école, des hommes et des femmes. On peut parler des hommes, mais il y a aussi quelques femmes. Et donc, je trouve que c'est du bien de s'inscrire dans cette lignée qui est, on est aussi les héritiers d'une magnifique idée universelle de l'école. Donc, oui, on réinventera pas ça finalement, le fait que on est un lieu de socialisation, un lieu où on fait communauté et où oui, on apporte ce sens commun et collectif. Pour ensuite, tous ceux qui. Moi, ce que je vois quand je vois les élèves, je me dis, c'est eux qui nous porteront plus tard. Et on a quand même une très grande responsabilité de se dire, moi, j'ai envie d'être bien porté quand même plus tard. Donc, donner le maximum pour qu'ils nous portent bien plus tard. Et puis, de se dire aussi toujours, moi, ce que me disait ma grand-mère, elle me disait, t'inquiète pas, quand j'étais ado, elle me disait, t'inquiète pas, moi aussi, mes parents me trouvaient sotte. Moi aussi, j'ai trouvé ta mère sotte. Donc, c'est normal que ta mère te trouve sotte. Mais c'est quand même toi qui conduiras tout le monde jusqu'au cimetière. Et je trouvais ça formidable. Et elle me dit, après, tu auras les clés, tu feras bien ce que tu veux de cette société. Et alors, je trouvais ça formidable. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que nous, on n'est que de passage dans l'âge adulte, on n'est que de passage dans le fonctionnement tel qu'il est, et on fait de notre mieux. Et puis, on tape bien sur les boomers, là, qui ont fait un peu n'importe quoi avec l'utilisation des réserves, des ressources environnementales. Mais du coup, c'est ça, c'est que chaque génération va marquer l'histoire de notre société et il faut l'accepter. Et eux, ceux qui arrivent, ils ne seront pas moins bons que nous et ils y arriveront aussi. Et ça aura une forme qui n'est pas celle qu'on a donnée, nous, à la société dans laquelle on est adulte, mais ce n'est pas grave. Et ça sera bien quand même. C'est ça que je veux dire. Voilà, alors je crois que Éric Tournier est avec nous et on va pouvoir, oui, Guénolé, puisque tu me posais la question, accueillir notre deuxième invité. Donc, Éric Tournier, qui est directeur général de l'enseignement scolaire en Polynésie. Donc, il va nous expliquer à quel point le territoire polynésien, déjà nous expliquer quel est son travail et sa responsabilité, et puis à quel point le territoire polynésien est un territoire particulier. Après tout ce qu'on s'est dit sur nos petits territoires de république en métropole, allons voir comment en Polynésie on fait communauté, on fait société et on partage les valeurs et le ciment de cette république qui nous lie tous dans notre beau service public d'éducation. Bonsoir Éric Tournier, merci de votre présence. Bonsoir Caroline. Alors je dis bonsoir, mais pour nous c'est bonjour, hein, parce qu'il est à peine 6 heures du matin et vous allez peut-être entendre des coqs autour de moi parce qu'il y a beaucoup de coqs qui rythment le réveil des Polynésiens. Donc merci pour l'effort du réveil. C'est très un honneur de vous recevoir, Éric Tournier. Donc, je vous ai introduit dans votre titre. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur votre mission de directeur général de l'enseignement et de la scolarité en Polynésie? Alors, la Polynésie française est une communauté, est une collectivité d'outre-mer. À ce titre, elle dispose d'une autonomie en matière d'éducation. Autrement dit, ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui définit la politique éducative en Polynésie française. Il y a un gouvernement Polynésie française. Il y a une ministre de l'Éducation qui s'appelle Christelle Hartel et qui détermine la politique éducative de la Polynésie française. Et il y a, pour servir cette politique, pour mettre en œuvre cette politique, une administration qui serait l'équivalent de la DGESCO, bien sûr, en beaucoup plus modeste, hein, et qui s'appelle la Direction générale de l'éducation des enseignements que je dirige donc. Et cette direction générale et ce ministère de l'Éducation a sous son autorité l'ensemble des fonctionnaires d'État qui sont mis à disposition par l'Éducation nationale, puisque nous avons environ 3000, 3500 fonctionnaires d'État qui sont mis à disposition. Puis nous avons aussi des fonctionnaires du pays, de la Polynésie française, qui concourent à l'acte d'éducation.
Alors, peut-être une autre chose à dire sur la Polynésie française, parce que c'est loin et on ne sait pas exactement la forme que ça peut prendre. La Polynésie française, c'est un ensemble d'archipels. C'est une étendue extrêmement vaste, puisque l'étendue de la Polynésie est équivalente à celle de l'Europe. Si donc je vous parle de Papeete, de l'île de Tahiti, si je prends une île qui est au sud de Papeete, qui s'appelle Rapa, c'est comme si elle était à Tunis, hein, si on la calait sur la carte de l'Europe ou de l'Afrique du Nord. Donc l'île de Rapa, elle est en la position de Tunis. Si je vais aux Marquises, à 3h30 d'avion d'ici, qui appartient aussi à la Polynésie française, eh bien nous serions à Vilnius. Si j'allais au Gambier, sur l'île de Mangareva, eh bien nous serions à Budapest. Si je vais à Bora Bora, ça c'est un nom qui parle à tout le monde, nous serions à Londres. Tout ça pour vous montrer les distances qui sont. Je veux bien aller à Bora Bora, Eric. Hein. Alors, Bora Bora, c'est une île, donc, bien sûr, qui peut paraître paradisiaque, mais par ailleurs, qui a un grand lycée, un grand collège, beaucoup d'écoles, parce qu'il y a beaucoup de populations qui, bien évidemment, travaillent dans le tourisme et dans les hôtels. Et cette population a besoin d'avoir des enfants qui apprennent et qui ensuite se dirigent vers différents métiers. Donc, on doit faire vivre cette politique d'éducation sur ce territoire qui est absolument immense, qui ressemble à aucun autre. Je ne pense pas qu'au monde, on ait un ensemble d'archipels qui soit répartis sur une aussi grande étendue. Et à ce titre-là, le maître mot de notre politique éducative, c'est l'adaptation et l'autonomie. Le pays est autonome, et nous aussi, on doit chercher à être autonome, on doit chercher un pouvoir d'agir, on doit chercher à faire bouger les cadres. Et donc, même si la Polynésie a choisi le cadre des diplômes nationaux, on fait passer ici le bac, par exemple, eh bien pour autant, on innove de tas de façons. Déjà, on innove au niveau des programmes. Donc ça, c'est traditionnel dans beaucoup d'outre-mer. Il y a cette possibilité d'adapter les programmes, le programme d'histoire-géographie, le programme de SVT, les programmes de littérature, bien évidemment, ne peuvent pas être les mêmes qu'à Paris, Bordeaux ou Marseille. On a créé un programme différent et un enseignement différent, puisqu'il y a eu un épisode historique très lourd en Polynésie française qui sont les expérimentations nucléaires. Et donc, on a créé un enseignement autour de l'enseignement du fait nucléaire pour faire en sorte que ça soit une thématique qui soit vue de façon froide, je dirais, et rationnelle, et sans trop de passion, parce que c'est un thème ici qui peut déclencher des passions, et je peux comprendre d'ailleurs qu'il y ait des passions dans la société, mais le rôle de l'école, c'est pas de déclencher des passions, c'est de pouvoir donner une approche factuelle, rationnelle et équilibrée de ce qui a pu se passer. Bien évidemment... Je vais vous couper, Eric, c'est ce que nous disait exactement aussi Marguerite sur l'enseignement... ou en tout cas introduire dans l'enseignement les faits religieux, la laïcité, sur la base de témoignages qui permettent de prendre de la hauteur, de développer l'esprit critique pour justement combattre et éviter les points de tension qui vont être générés par des non-dits, etc. Et du coup, là aussi, encore, en Polynésie, on est sur mettre les sujets au cœur de la table pour éviter qu'ils ne soient source de tension et voilà, on est sur les mêmes mécanismes finalement que ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement, exactement. Et c'est encore là aussi une volonté d'adaptation, parce que si vous faites référence, Caroline, à la laïcité, ici c'est une thématique qui ne se pose pas vraiment dans la mesure où la loi de 1905 ne s'applique pas en Polynésie française. Un conseil des ministres, par exemple, commence par une prière. Lorsque je me déplace dans des îles et que je suis invité à un conseil municipal, le conseil municipal aussi commence par une prière. Donc, cette question ne se pose pas, mais pour autant, la méthode de la laïcité, à savoir que l'école n'est pas faite pour parler des croyances, mais pour parler des faits, et uniquement des faits, de telle sorte que nos jeunes citoyens ou apprentis citoyens, en fonction de l'âge qu'ils ont, puissent se positionner après totalement en conscience par rapport à ce qu'ils vont entendre au sein de leur famille et au sein de la société. Donc, on a créé ce programme-là et beaucoup de ressources pédagogiques. D'ailleurs, si ça intéresse, parce qu'il peut y avoir des passionnés d'histoire,
sur le site de la DG2E, qu'on trouve très facilement, hein, c'est www.education.pf, PF pour Polynésie française, eh bien, il y a des ressources, il y a toutes les ressources pédagogiques. On a une chaîne YouTube qui est dédiée à cela et qui montre en histoire, en art plastique, en sciences, donc toutes les disciplines sont convoquées pour précisément aborder le fait nucléaire dans ses différentes dimensions. Donc ça, c'est un programme que nous avons créé. Je voulais vous dire qu'avec les distances que nous avons beaucoup d'élèves qui sont très éloignés de leur famille, et ça, c'est une dimension qui est très, très particulière à la Polynésie, puisque quand on dit internat en métropole, et j'ai été chef d'établissement avec internat, mes élèves arrivaient le dimanche soir, mais ils repartaient le vendredi soir dans leur famille. Exceptionnellement, si jamais il y avait un événement climatique ou une grève de transport, on les gardait le week-end. En Polynésie, dans les lycées qui sont situés sur l'île de Tahiti, eh bien, les élèves arrivent à la rentrée. Donc chez nous, la rentrée, c'est début août. On a déjà bien avancé dans l'année scolaire. Ils arrivent début août et ils repartiront chez eux au moment des vacances de Noël. Ils reviendront un mois après, parce qu'on a un mois de vacances à Noël. Ils reviendront le 15 janvier. Ils rentreront chez eux début juillet, à la fin de l'année scolaire. Dans les collèges, ils vont rentrer, suivant les îles, 3 ou 5 fois par an. Donc, face à cela, on a mis en place deux choses pour essayer de s'adapter aussi à ce contexte, à cette rupture affective qui démarre très tôt, puisqu'il y a des collèges dans très peu d'îles. Hein. Il y a une centaine d'îles qui sont habitées. On a une cinquantaine d'îles avec des écoles, mais on a simplement une quinzaine d'îles avec des collèges. Donc, les élèves dès l'âge de 10-11 ans peuvent être internes. Et par conséquent, on découvre autrement les cycles d'enseignement. Et dans 11 îles, la classe de 6e se fait au sein de l'école et non pas dans le collège. De telle sorte à ce que les enfants restent un an de plus dans leur famille. De même, dans 2 îles, une île aux Marquises et une île aux îles sous le vent, la classe de seconde se fait au collège. Là aussi, pour éviter l'arrivée sur Tahiti. Retarder l'arrivée sur Tahiti. Les élèves restent donc les week-ends à l'internat, il reste aussi des petites vacances à l'internat, et donc on a créé une nouvelle organisation qu'on appelle des WEI ou des PLAY. Alors les WEI, c'est les week-ends en internat, les PLAY, les programmes de loisirs éducatifs en internat, où nous confions les élèves à des associations d'éducation populaire. Nous avons ainsi conventionné avec des grandes associations, dont certaines sont la réplique de ce qui est connu en métropole, comme la Ligue de l'enseignement, ou autres, et sinon d'autres sont aussi typiquement polynésiennes. Et les élèves, donc, ont un programme éducatif pendant ces week-ends et pendant ces vacances, de telle sorte à ce qu'ils aient aussi du bonheur à être ensemble et puis à passer autant de temps donc, en dehors de leur famille. On parlait, Eric, je suis désolée de vous couper, on parlait avec Marguerite de la confiance qui était nécessaire entre, et qui en tout cas était flagrante. L'attente même, Marguerite disait, l'attente amoureuse des parents quand ils nous confient leur enfant à la première rentrée de maternelle avec beaucoup d'espoir et d'attente. Là, on est dans une confiance dans le territoire polynésien qui est... Est-ce que comment vous l'apercevez? Quel est le regard des familles ou quelles sont leurs attentes quand on vous confie autant de temps son enfant? Alors, c'est vraiment une problématique essentielle, hein, parce que je dois, pour y répondre, faire un petit détour et dire que la principale difficulté à laquelle nous faisons face, c'est le décrochage scolaire. C'est le fait que nous avons des élèves qui, justement, au retour des vacances, ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas. Pourquoi? Bien parce que ils ne se sont pas sentis bien à l'école. Ça peut être sur le plan matériel. Les collèges et les lycées de la Polynésie française, malgré des efforts importants faits par le pays et par l'État, bien étant situés dans un climat qui n'est pas très favorable aux constructions. Hein. Ici, c'est un climat très, très humide avec l'océan qui est toujours présent, qui corrode, avec du vent, avec de la pluie. Donc, on a des bâtiments qui sont pas faciles à entretenir. Donc, on a des élèves qui peuvent être en situation donc
de difficultés par rapport donc au cadre dans lequel ils sont. Nous avons aussi, nous insistons énormément sur le regard qui est porté sur les élèves au travers des politiques d'évaluation, parce que si les élèves eh bien, se sentent fragilisés par des retours qui sont faits sur leur investissement scolaire, sur leurs apprentissages qui sont peut-être un petit peu plus lents que ce qu'ils attendaient, eh bien, quand ils vont rentrer dans leur île ou auprès de leurs parents, ils n'auront pas forcément l'appétence pour revenir. Donc, nous avons cette énorme difficulté et c'est pour cela que le mot confiance avec les parents et avec les élèves, il est absolument, absolument essentiel. On a des dialogues très, très fréquents avec les parents d'élèves, aussi bien individuels que collectivement. Il y a ce qu'on appelle les APE ici, les associations de parents d'élèves, que nous rencontrons régulièrement, donc en présentiel quand on se déplace ou en visio. Dès qu'il y a un souci quelconque, on fait ce contact-là de telle sorte qu'il soit des relais permanents pour la persévérance scolaire. Et puis, nous sommes très à l'écoute des délégués des élèves dans la mesure où ce sont pour nous des canaux de communication importants qui peuvent nous faire percevoir qu'il y a ici ou là donc des difficultés. Et pour cette rentrée, pour cette année scolaire, la ministre a mis cette année scolaire sous le sceau du bien-être à l'école et nous aurons beaucoup de séances de formation. Nous faisons venir mon collègue inspecteur général Christophe Marcelier qui va venir pendant une semaine en Polynésie française et qui va multiplier les interventions et les formations sur le sujet. Il va intervenir donc aussi bien auprès des cadres, chefs d'établissement, conseillers pédagogiques, inspecteurs de l'éducation nationale, IAIPR, directeurs d'école totalement déchargés. Il va faire des conférences aussi grand public vis-à-vis des parents d'élèves pour montrer donc ce que c'est que la relation éducative, que l'éthique éducative. Et la ministre, pour mettre en œuvre cette priorité au bien-être, a demandé, à l'instar de ce qui existe en lycée aujourd'hui, à propos du contrôle continu dans le cadre du nouveau bac, eh bien de mettre en place une politique d'évaluation des élèves qui soit collective et partagée dans chaque école, dans chaque collège et dans chaque lycée, et de telle sorte que l'évaluation soit la plus encourageante, la plus respectueuse possible des élèves pour précisément avoir cette relation de confiance et que tout le monde sente bien que si les familles donc prennent le risque de nous confier leur enfant pendant quelques semaines ou quelques mois sans qu'ils puissent rentrer chez eux, eh bien, nous faisons ce qu'il faut pour être à la hauteur des espérances qu'ils mettent en œuvre. Être à la hauteur. On est là dans ce que vous décrivez, dans une mission de service public XXL. C'est-à-dire que les besoins des élèves et les besoins des familles au quotidien, vous les recevez aussi, vous, parce que vous avez les enfants sur place. Et c'est-à-dire qu'un enfant, il a aussi besoin de consulter un médecin, il a besoin, je ne sais pas, de papier d'assurance, la famille a besoin. Donc, on est là dans un service public optimal, c'est-à-dire que vous êtes le premier, vous êtes vraiment le service public au cœur de la vie des familles, finalement. On en parlait en début de conférence. Exactement, et le pendant de cela, c'est une exigence, je réfléchis à la façon dont je vais le dire pour ne pas faire peur à ceux qui voudraient venir en Polynésie française, c'est l'exigence très forte vis-à-vis de la conscience d'être un serviteur du public quand on vient travailler. Et la ministre et moi, nous accueillons tous les nouveaux fonctionnaires d'État qui sont mis à disposition et on leur tient un discours très mobilisateur, mais aussi très exigeant. Et on leur dit bien s'ils ne sont pas à la hauteur de ce que l'on attend d'eux, eh bien, nous réagirons comme nous devrons réagir. Autrement dit, eh bien, on leur dira de repartir parce qu'on a la chance d'avoir des fonctionnaires qui sont mis à notre disposition et par conséquent, nous sommes libres ici de leur affectation. Et il y a une sorte de contrat de confiance aussi qui doit exister entre les fonctionnaires qui demandent leur mise à disposition en Polynésie française, où ils vivront dans un cadre qui est effectivement agréable. Il y a un niveau de rémunération aussi qui est plus élevé en Polynésie française, dans la mesure où, pour tenir compte de l'éloignement et du coût de la vie ici, les traitements sont indexés. Donc, il y a des conditions matérielles qui sont très avantageuses, mais en échange de cela, nous attendons un investissement sans faille, une éthique aussi dans le comportement. Lorsqu'on est fonctionnaire de l'éducation mis à disposition du pays, eh bien, on représente ici les institutions du pays et on se doit d'avoir un comportement exemplaire
quand on est au sein de son école, de son collège et son lycée, mais aussi dans sa vie quotidienne, parce qu'on représente ici le service public, on représente l'institution, on représente tout ce qui doit faire grandir et tout ce qui doit permettre d'accéder à la connaissance, à la compétence les jeunes gens qui nous sont confiés. Donc, cette confiance, elle a des exigences aussi vis-à-vis des fonctionnaires. Normalement, dans ce webinaire, on a, depuis le démarrage, vanté l'odeur que ça pouvait être, que d'être un service public, justement, et de revenir à ce qu'il y a de fondamental à servir le public et à être vraiment empreint de ça dans nos actions quotidiennes. Donc, on a un public qui est, je pense, capable d'aller officier et travailler en Polynésie. C'est vrai qu'on a à cœur de remettre ça. C'était vraiment à cœur de ce webinaire de se dire notre service public, c'est être service public et de tout faire pour que ce public qu'on nous confie, il progresse, il s'enrichisse et il fasse ensuite société demain. Et c'est la beauté finalement de notre métier et comment est-ce qu'on s'autorise à tout mettre en œuvre sans être simplement des exécutants, tout mettre en œuvre pour que cette mission-là de service public, elle soit la plus honnête, la plus sincère et la plus efficace possible. Donc, on est sur la même longueur d'onde, ça fait plaisir. Mais c'est un savoir en tout cas que j'ignorais et que je découvre avec plaisir. Cet accueil long des enfants est assez incroyable pour moi. Et c'est pour cela qu'on considère, mais je pense que vous serez tous d'accord avec moi, que déjà tout commence dans la classe. Hein. Autrement dit, le discours que nous tenons en permanence, c'est qu'on ne distingue pas le pédagogique et l'éducatif. Faire en sorte qu'il y ait du bien-être dans les écoles, les collèges, les lycées, c'est pas un problème de vie scolaire. Ça commence au sein de la classe. C'est parce que au sein de la classe, l'élève va se sentir respecté, va se sentir accompagné, va se sentir épaulé. Qu'il verra que ses propres difficultés sont prises en charge, quand il sentira qu'il n'est pas livré à lui-même dans son travail personnel et qu'au sein de l'école, du collège, du lycée, on l'aide. Je dis école parce qu'on a aussi des internats en école, hein, dans les vallées des Marquises. Il est beaucoup trop loin pour les enfants de rentrer chez eux le soir, et donc ils ne rentrent qu'à la fin de la semaine. Donc on a aussi des internats dans les îles Marquises à l'école primaire. Donc, ça commence dans la classe et bien évidemment, ça se poursuit au-delà de la classe, hein, dans tous les temps, que ce soit la pause méridienne, que ce soit les activités dans le cadre de l'internat pendant la semaine et puis les activités pendant le week-end et pendant les petites vacances lorsque nous confions nos jeunes à des associations avec lesquelles on contractualise. En début de séance, Marguerite, tu nous disais que tu avais été accueillie dans le métier, toi, par un collègue qui vous avait dit, parce que vous étiez plusieurs enseignants arrivés et nouveaux en tant que TEP4, donc dans une zone difficile, intéressez-vous à eux. Si vous êtes venu ici, c'est que vous aviez envie d'être là, intéressez-vous à eux. Et là, c'est pas la présentation qui t'avait été faite au démarrage par la principale. Tu peux redire un petit peu si tu veux. Et du coup, la question qui me vient par rapport à ton témoignage, Marguerite, et puis ce que vient de nous dire Eric, c'est comment se positionnent les enseignants par rapport à vous qui avez été proviseur en métropole, est-ce qu'il y a une approche différente de l'élève dans sa dimension d'élève qui est aussi du coup personnelle, familiale et pas que scolaire finalement. Et est-ce que vous avez perçu ça, cette différence peut-être entre la métropole et la Polynésie? Alors effectivement, ça c'est un point aussi important. Et au moment de l'accueil, hein, puisque nous avons un accueil long des nouveaux personnels qui sont mis à disposition, nous consacrons pratiquement une matinée à faire connaître et comprendre le fonctionnement de l'adolescent polynésien, parce que les codes ne sont pas les mêmes. Bien évidemment, l'environnement socio-culturel n'est pas le même, et il faut faire comprendre cela. Et donc, nous avons à la fois l'intervention d'un universitaire, mais aussi d'acteurs de terrain, d'enseignants, de CPE, aussi mon assistante sociale, conseillère technique,
polynésienne et qui connaît bien donc les adolescents et les familles. On explique ce qu'est l'adolescent, comment il réagit, quelle est son affectivité, quelles sont ses forces, quelles sont aussi ses fragilités, de telle sorte que les enseignants ne soient pas uniquement dans un geste professionnel désincarné, mais qu'ils soient dans un geste professionnel adapté. J'en reviens à ce mot d'adaptation pour laisser une empreinte sur le territoire, pour reprendre ici le thème du webinaire. Il faut être capable d'adapter une pratique que l'on a pu connaître et qu'on a pu appliquer quelque part, là où on arrive, là où on exerce, parce que les conditions d'exercice peuvent être fondamentalement différentes, mais même au sein de la métropole, entre Paris et la Lozère, ce qui sont deux territoires dans lesquels j'ai travaillé, bien évidemment, l'approche éducative ne peut pas du tout être la même. Donc, a fortiori, lorsque l'on est à 16 000 km de la métropole et dans une société qui a une culture extrêmement forte, qui a sa langue, qui a son histoire, qui a ses coutumes et qui a ses rapports à l'environnement aussi qui sont totalement différents de ce qu'on peut connaître en métropole. Donc, se saisir ici de ces capacités d'adaptation, parce qu'on a toujours des capacités d'adaptation, c'est vraiment ce que l'on demande aux professionnels. Je me répète, mais être professionnel, c'est pas appliquer des gestes qui seraient identiques en tout point du territoire et tout au long de sa propre carrière. On doit en permanence s'adapter et par conséquent se saisir d'une autonomie. L'autonomie, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé sur l'autonomie de l'établissement lorsque j'étais à l'inspection générale, mais l'autonomie, c'est l'autonomie aussi du professionnel qui doit être capable de bousculer un tout petit peu ses cadres, qui doit réfléchir suffisamment, qui doit comprendre et connaître l'environnement dans lequel il est pour faire en sorte que ces pratiques professionnelles répondent aux besoins du public. C'est ça l'autonomie. Ça te fait réagir, Marguerite, vas-y. Est-ce que je peux poser une question à Eric? Eric, je voudrais vous demander, est-ce que dans la culture polynésienne, il y a des choses dans les pratiques liées à l'école ou une façon d'aborder l'école qui pourrait être inspirante pour nous en métropole? Qu'est-ce que vous voudriez partager? Oui, ça, il y a des choses qui sont extraordinaires, mais qui sont tellement polynésiennes aussi qu'elles ne sont pas exportables. Je dirais déjà l'accueil. Lorsqu'on se rend dans une école, mais tout nouvel arrivant le vit. C'est l'accueil polynésien avec donc les couronnes de fleurs, avec les danses, avec les chants, avec ce qu'on appelle le orero, qui est la déclamation de l'histoire ou de la coutume de l'île. Donc quand on arrive quelque part, on est forcément accueilli. On rend hommage à celui qui arrive. Et ça peut bien évidemment nous inspirer, alors sans aller jusqu'à la stricte calcomanie de ce qui est fait en Polynésie, mais l'accueil, c'est un point qui manque, je crois, parce que si on veut mettre en acte le fait que chaque territoire est singulier et que par conséquent on doit faire un effort d'adaptation de ce que l'on sait faire pour mieux servir là où on sert, mais il faut que l'on soit accueilli soi-même et que l'on prenne conscience de ce qu'est la spécificité de l'endroit où l'on arrive. Il y a un autre élément qui est très très polynésien, qui est le respect. Le respect des jeunes envers les adultes. Ça, tout enseignant, au bout de quelques heures ou quelques jours en Polynésie, se dit je repartirai pas parce que je n'ai jamais connu des élèves aussi respectueux. Mais précisément, ce que je leur dis, c'est parce qu'ils sont respectueux qu'on se sent énormément engagé par rapport à eux. Ça peut pas être ici une relation unilatérale. Le respect que l'on reçoit, eh bien, ça doit correspondre à un don de soi qui est beaucoup plus fort encore que ce qu'on peut faire ailleurs. Ce que je note aussi, mais qui nous engage énormément et que l'on trouve beaucoup dans l'éducation en Polynésie, c'est le désir de bien faire. Nos jeunes Polynésiens, quand on leur indique des consignes, le premier réflexe, ça va vraiment être de suivre les consignes. Et encore une fois, donc, ça nous engage parce qu'on se doit, eh bien, dès le début, de leur apprendre ce qu'il convient d'apprendre, et puis après de les aider, bien sûr, à gagner en autonomie, en liberté. Ce sont des points qui frappent tous les professionnels d'éducation qui arrivent ici.
l'accueil, le respect, le suivi des consignes. Le suivi des consignes. Aussi collective, non? J'ai cette image-là, moi, d'une collègue en Polynésie enseignante qui faisait des célébrations festives, hein, pas religieuses, festives tous ensemble, une communauté scolaire, élèves, profs, des costumes, du temps passé ensemble à partager des repas, des activités, des chants. Alors ça, c'est un point fondamental aussi, puisqu'ici, il y a une culture extrêmement forte. La culture, elle se traduit par la langue. C'est pour cela d'ailleurs que les langues polynésiennes sont enseignées. Hein. Il y a au moins une langue par archipel, et parfois, lorsque les archipels sont composés d'îles qui sont difficilement en communication les unes avec les autres, il peut y avoir plusieurs langues par archipel. Et puis, chaque île aussi a ses propres coutumes en matière de danse et de musique. Lorsque l'on réunit des élèves dans les collèges de différentes îles et a fortiori dans les lycées de différents archipels, la fête polynésienne qui doit absolument se traduire au moins une journée dans l'année scolaire, donc la fête polynésienne est un événement majeur. C'est un événement de fierté. Alors, si je prends les grands lycées de Tahiti, dans ces fêtes-là, eh bien, les communautés de chaque île, de chaque archipel, font une démonstration de ce qu'est leur culture, aussi bien en matière d'artisanat qu'en matière donc de danse et de musique, qui sont des éléments de communication très très importants. Et là, on est au cœur des apprentissages. C'est pas simplement du supplément d'âme, parce qu'on s'aperçoit que la préparation de ces fêtes polynésiennes, qui vont durer des mois, parce que ne serait-ce que fabriquer les costumes ou de fabriquer les objets d'art qui seront utilisés pendant ces fêtes, ça prend des mois, eh bien, ça participe au bien-être des élèves, à la reconnaissance de leur identité au sein de l'établissement, donc par rapport aux adultes, mais aussi par rapport à leurs pairs, aux adolescents qui sont leurs pairs. Ça participe à leur ça participe donc à la capacité pour eux de pouvoir se sentir bien et de bien apprendre. On a même on n'a pas dû créer parce qu'on était content de le faire. On a créé un événement pour les collégiens depuis maintenant quelques années qui s'appelle le Heiva des collèges. Alors le Heiva en Polynésie, c'est une fête importante. C'est un concours de danse et de musique qui se tient tous les ans au mois de juillet et qui génère des dizaines de milliers de spectateurs pour les spectacles qui sont donnés. Et donc, on a créé, nous, un mini Heiva pour les collégiens qui viennent se produire ici à Tahiti sur le grand théâtre, hein, comme des professionnels. Et nous faisons ces préparations Heiva dans les collèges les plus défavorisés, les plus éloignés de la culture scolaire traditionnelle. Et les chefs d'établissement et les enseignants se rendent compte de l'effet positif énorme en matière d'apprentissage, parce que les élèves et leurs familles vont être mobilisés pendant des mois pour préparer un spectacle qui sera ensuite présenté à la Polynésie tout entière, puisque c'est aussi retransmis sur les grands médias ici. Eh bien, c'est un élément de reconnaissance de l'identité, et au travers de la reconnaissance de l'identité, on cultive la fierté d'être au sein de son école, de son collège, de son lycée, et on apprend mieux. C'est ça, on valorise, on met en lumière, on montre la particularité de chacun et de chaque communauté, et on fait société dans un lieu qu'est l'école. On est là sur une belle manifestation et puis des leçons. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marguerite, mais c'est ça, on parlait, j'ai entendu là Eric le dire, on va montrer aussi à toute la Polynésie ce que cette école a fait. Et peut-être c'est aussi ce que tu regrettais, c'est que nos médias ne s'emparent pas suffisamment peut-être de toutes ces réussites et puis c'est peut-être à nous aussi de faire en sorte qu'on s'en empare. Hein. Là aussi, elle est là, notre autonomie, à faire montrer, à faire savoir tout ce qui est beau dans nos établissements. Et peut-être que tu veux réagir à ces derniers points qui finalement bouclent bien notre propos de 7h30. Donc, je te laisse la parole. Oui, j'applaudis des deux mains. Je trouve qu'effectivement, ce détour qui n'est pas un détour de passer par l'identité, ça résonne avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'école pour accueillir dignement
chaque élève dans sa dimension unique, multiple, différents les uns des autres. C'est exactement ce qu'Éric vous racontiez là sur de ce qui se passe en Polynésie. C'est pas un détour, c'est le préalable pour après pouvoir vivre autre chose, enfin les emmener ailleurs. Donc oui, c'est très intéressant. Merci pour ce témoignage sur la Polynésie. J'ai appris plein de choses aussi. Et c'est faire la preuve aussi dans chaque établissement que chaque élève sait quelque chose et sait faire quelque chose. Parce qu'en l'occurrence ici, il y a toute la communauté scolaire qui va admirer ce qu'un certain nombre d'élèves vont faire en se produisant, en dansant, en chantant, en tapant sur des instruments de musique ou en grattant des cordes, ou en déclamant une histoire, hein, parce que l'art oratoire est extrêmement important ici. Et souvent, ce sont des élèves qui, par ailleurs, peuvent être très timides. Et cette façon, parce que beaucoup de jeunes Polynésiens sont très timides dans le face-à-face pédagogique avec les enseignants, et cette façon de s'exprimer et donc d'être admiré pour ce que l'on sait faire, eh bien, ça participe aussi au fait que l'adolescent prend confiance en lui, et puis s'il prend confiance en lui, en règle générale, il prendra confiance en lui dans l'établissement et dans ses apprentissages. Donc, on est vraiment au cœur de l'acte d'apprentissage quand on fait cela. Et donc, là aussi, quand on reçoit des nouveaux enseignants qui viennent des métropoles, on leur explique que c'est pas du temps perdu du tout sur les programmes. Et si pendant une semaine, 15 jours, parfois, ils vont avoir l'impression que l'établissement s'arrête de fonctionner au sens des enseignements les plus traditionnels, en fait, on crée ici les conditions de l'épanouissement et de l'apprentissage, de la montée en compétences de nos élèves. Et c'est intéressant ce que vous dites, Éric, parce que ça aussi, on a cette marge de manœuvre, nous, en tant que chef d'établissement. Bien sûr qu'on l'a. Moi, pour avoir mis en place des semaines spécifiques avant les vacances en disant « Allez, on y va, tous les projets, on les fait là ». Et j'ai eu ce retour de me dire « Mais et nos cours et nos programmes ?» Et en fait, tout ce temps collectif de partage, de projets, de construction ensemble sur du temps plus long, c'est tellement précieux et tellement de temps gagné sur une meilleure connaissance les uns les autres, une fluidité pédagogique ensuite parce qu'on aura resserré des liens, on se sera connu, vu différemment. Et effectivement, ça, on peut, nous, même en métropole, et même s'il n'y a pas de fête particulière officielle à célébrer, ça, c'est du temps qu'on peut s'autoriser à prendre. Et dès qu'on sent qu'on a une équipe volontaire pour mettre en place un certain nombre de projets, oui, laissons-les faire, cadrons et donnons un cadre de réalisation. Mais laissons faire, parce que c'est jamais du temps perdu. Tout ce temps collectif n'est jamais du temps perdu. Oui, puis c'est le temps qui permet à chacun, d'être assuré, à chaque élève, d'être assuré que l'école va être un lieu sécurisant où sa place est garantie. Et tant qu'en fait, il n'est pas sûr de cette place-là, il ne pourra pas profiter des enseignements à 100%. Et on a tendance à foncer directement dans les enseignements en pensant que c'est la perte de temps, alors qu'en fait, je pense que Christophe Marcelier vous dira ça beaucoup mieux que moi en Polynésie, mais tant qu'il n'est pas sûr, que chaque élève n'est pas certain que sa place est acquise, il ne pourra pas apprendre correctement. Reconnaître chaque élève. Beaucoup d'études sur l'éducation, aussi bien en France que dans d'autres pays, montrent qu'un des facteurs d'efficacité de l'enseignement, c'est le sentiment d'appartenance. C'est parce qu'on arrive à générer un sentiment d'appartenance à une communauté, et dans cette communauté, il y a les élèves, mais il y a aussi l'ensemble des personnels. Et donc, lorsqu'il y a ce sentiment d'appartenance à un même collectif, eh bien, c'est une condition clé de l'acte d'enseignement et des apprentissages et de toute la socialisation des élèves. On est sur un beau mot de conclusion. Éric, je ne sais pas si vous avez pu nous dire tout ce que vous prévoyiez de nous dire, mais on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, j'ai regardé un petit peu le chat et pour ne pas laisser les collègues sur leur faim sans réponse, on a une question d'Olivier qui demande si les associations de parents d'élèves sont-elles réellement représentatives et constituent-elles un relais efficace auprès de l'ensemble des parents? On imagine la complexité que d'être représentant de parents d'élèves sur ce territoire gigantesque. Et quelle est la relation avec les associations de parents d'élèves et est-ce qu'ils jouent un rôle efficace? Alors, les associations de parents d'élèves sont représentatives dans la mesure où ce sont des parents d'élèves ordinaires.
les associations telles qu'on les connaît, enfin les grandes fédérations d'associations telles qu'on les connaît en métropole n'existent pas en Polynésie française. Il y a une tentative et que nous soutenons depuis maintenant quelques mois de fédérer ces associations. Donc, c'est important qu'il puisse y avoir ici cette fédération, mais à condition bien évidemment de ne pas détruire l'essentiel, à savoir que l'investissement des parents, il naît au plus près du terrain. Donc, on s'aperçoit que, on le note tous les jours, que dans les écoles, les collèges éloignés, il y a des parents qui sont mobilisés, qui sont des parents qui sont très investis dans les conditions d'accueil de leurs enfants. Alors là où c'est difficile pour eux, c'est que souvent ils sont loin, puisque ceux qui s'investissent le plus sont ceux qui ont le plus grand intérêt affectif, je dirais, à s'investir. Autrement dit, ce sont souvent des parents d'élèves internes, donc qui n'ont pas forcément la proximité de dialogue avec l'établissement, d'autant que les communications peuvent être compliquées dans les îles et archipels éloignés. Mais on peut vraiment s'appuyer. De toute façon, on fait tout ce qu'il faut pour générer l'investissement des parents d'élèves, parce qu'au bout du compte, si on n'arrive pas à créer cette confiance dont Caroline vous parliez tout à l'heure, eh bien, on le paye cash au retour de chaque vacances scolaires avec des dizaines d'élèves qui ne reviennent pas. Donc, c'est pour cela que pour nous, c'est fondamental d'avoir ce dialogue avec les parents. On doit repartir avec cette leçon-là parce que la question des parents, elle reste encore un élément à questionner et re-questionner. On l'a fait là durant ce campus dans les ateliers. Quelle place réelle on souhaite et on doit donner aux parents? Et c'est toujours, oui, c'est délicat. Les faire entrer, mais pas trop. Les reconnaître, mais leur demander de nous laisser aussi tranquilles à faire notre travail. Et c'est toujours très compliqué. Et là, en l'occurrence, c'est une condition de confiance qui est essentielle au démarrage de la scolarité de l'enfant, finalement, chez vous. Enfin, donc, sur ce point-là, pardon Caroline, mais je ne veux pas oublier de le dire. J'ai pris conscience en venant ici de quelque chose qui peut paraître évident, mais dont je n'avais pas pris conscience véritablement. C'est que la grande difficulté dans le dialogue et la relation avec les parents d'élèves, c'est l'écart de culture. Nous avons un écart de culture important entre des parents d'élèves de milieux populaires en particulier et la culture scolaire que nous portons nous. Et je vois qu'ici, ceux qui arrivent le mieux à entretenir cette relation de confiance, ce sont les chefs d'établissement polynésiens, où c'est ma ministre de l'Éducation polynésienne qui parle la langue de l'île ou de l'archipel, qui connaissent parfaitement cette culture, parce que si moi je me déplace et que je fais une réunion avec des parents d'élèves, on aura un discours tout à fait convenu d'un professionnel de l'éducation qui va parler la langue de l'éducation et qui pourra donc échanger avec certains parents seulement. D'autres parents se sentiront exclus. En revanche, lorsque le parent sait qu'il pourra parler en tahitien, en marquisien, en Paumotu, avec le chef d'établissement ou avec la ministre de l'Éducation lorsqu'elle se déplace, on génère totalement d'autres relations. Et du coup, d'autant que la langue polynésienne est une langue de l'affectif, on quitte précisément cette culture scolaire ou ce jeu par lequel on travaille et on communique avec les parents uniquement sur de la chose scolaire, sans forcément rentrer dans ces dimensions affectives, dans ces dimensions psychologiques qui sont au cœur de ce qui intéresse les parents. Même si un parent peut être totalement éloigné de la culture de l'école, il aime son enfant, il a envie que son enfant soit bien, mais il ne sait pas forcément en parler avec nous, ou même il n'ose pas du tout en parler avec nous. Là, dans la langue, il va oser en parler avec nous. Et je me dis que on doit faire en sorte, en particulier avec tous nos personnels et peut-être des personnels auxquels on ne pense pas forcément dans le lien avec les parents d'élèves, ça peut être des agents techniques par exemple, qui ont peut-être une connaissance du milieu local qu'on n'a pas forcément. Il y a beaucoup de mutations chez les personnels d'encadrement, et donc on ne travaille pas forcément là où on a grandi, alors que les personnels techniques, plus souvent, eux, sont
sont originaires de là où ils travaillent, bien, il faut s'appuyer sur tous les personnels et sur toutes les façons de communiquer pour entretenir ce dialogue avec les parents d'élèves, parce que forcément, nos codes ne sont pas les codes de tous les parents d'élèves. Je crois qu'on est arrivé au bout de ce temps d'échange. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je vais vous faire part de mon grand plaisir d'avoir pu terminer ces 2 jours de pré-rentrée professionnelle avec vous deux. On le dit et Catherine le dit ou Sandrine le dit dans le chat, on est beaucoup de résonance tout au long de ce webinaire avec pourtant 2 invités d'horizons différents. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien de replacer l'école au centre de sa mission principale, de son territoire, où elle est le service public, où elle doit jouer ce rôle pour ces populations de citoyens futurs qui vont nous porter tous. Donc, voilà, c'était un moment très enrichissant. Un grand merci à tous de votre présence. Un merci particulier à Eric pour ce réveil matinal. Et on entend les coqs. Donc, effectivement, la journée débute. Merci beaucoup, Marguerite. Et je vous invite donc à suivre les liens que Guénolé vous mettra dans le compte-rendu du webinaire pour non seulement aller en savoir un petit peu plus sur ce tome 2 de Territoire vivant de la République qui sort à la fin de la semaine et sur tous les éléments qu'Éric nous a transmis au cours de son propos. Un grand merci à tous. Bon vent dans les îles. Et puis, peut-être que nous aurons l'occasion de nous recroiser, Marguerite. Ce sera un plaisir pour moi, en tout cas. Très bonne soirée à tous et très bonne rentrée, chers collègues. Voilà, j'espère que vous êtes tous autant revivifiés que moi. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.